Île-de-France, 1315. Imaginez, il pleut dehors. Encore. Cette année aussi. L'année dernière aussi. Et l'année d'avant. La terre n'est pas humide. La terre est malade. Les récoltes ne poussent pas. Celles qui poussent ne mûrissent pas. Celles qui mûrissent pourrissent. À quelques heures de Paris, une petite maison. Des murs de terre. Un toit de paille. Un foyer qui produit plus de fumée que de chaleur. À l'intérieur, une femme, debout devant sa marmite. Elle remue. Mais cette fois, elle pense. Qu'est-ce que je mets dans le bol ? Il reste un oignon. Un seul. Une poignée de pois secs. De l'eau, ça, il y en a. Mais quoi d'autre ? Rien d'autre. Ce n'est pas un hiver ordinaire. C'est l'hiver après lequel le printemps n'est pas vraiment revenu. C'est l'année où une grande partie de l'Europe a appris que la faim, ce n'est pas la douleur d'une journée. La faim, c'est une saison. La faim, c'est une année. La faim, c'est 3 ans. Et cette nuit, cette seule nuit, cette femme essaie de faire passer sa famille jusqu'à un autre matin. Aujourd'hui, dans Archives de l'ombre, nous n'allons pas regarder une recette. Nous allons faire le post-mortem d'un bol. L'autopsie d'un monde où manger n'était pas une question de goût. C'était une question de demain. Aujourd'hui, la dernière soupe. Île-de-France, 1315. Si vous regardez ceci depuis la France, depuis le Québec, depuis la Belgique ou la Suisse, dites-le moi en commentaire. Et une question. Votre région a-t-elle une histoire de famine que l'on n'enseigne pas à l'école ? Écrivez-la en dessous. Je lis chaque commentaire. Cette maison n'a pas de nom dans les archives. Ce n'est pas la maison dont on a gardé les traces. Ce n'est pas la maison dont quelqu'un a écrit l'histoire. Mais nous savons qu'elle existait. Parce que des centaines de milliers de maisons comme elle, elles sont dans les registres. Île-de-France, les terres autour de Paris. Une famille de serfs. Ce qui veut dire, cette terre n'est pas la leur. Cette maison, techniquement, n'est pas la leur. Ils travaillent ici. Ils donnent leur part au Seigneur. Ce qui reste, ils le mangent. Les années normales, c'était suffisant. À peine. Mais c'était suffisant. Mais 1315 n'était pas une année normale. En 1314, la pluie avait détruit la récolte. En 1315, la pluie encore. Tellement que les champs étaient noyés. Le blé, pourri. Le seigle, presque rien. Ce qui restait, c'est le Seigneur qui l'a pris en premier. Dans cette maison, ce qu'il reste maintenant, c'est ce qui a survécu depuis la dernière saison. Et ça s'épuise. Ce soir, nous allons faire l'inventaire de cette maison, objet par objet, de façon forensique. Parce que quand on parle des pauvres dans l'histoire, on les transforme trop souvent en statistiques. Ce soir, ce ne sont pas des statistiques. Ce soir, c'est une maison, une marmite, une famille. Et ce qu'il y a dans le bol dit la vérité que personne d'autre ne peut dire. La première chose dans cette maison, c'est le pain. Mais attendez. Ce n'est pas le pain auquel vous pensez. Le pain d'un foyer pauvre en Île-de-France en 1315 n'est pas blanc, n'est pas moelleux, ne sent pas bon. C'est du pain de seigle, noir, lourd, si dur qu'un homme jeune en aurait mal aux dents. Et même ça, cette année, ce n'est pas du seigle pur.
parce que le seigle manque lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on y a mélangé? Ce qu'on a trouvé. Un peu d'orge, quelques flocons d'avoine. Et, ça va peut-être vous déranger, quelque chose qu'on n'appelle pas farine normalement. En période de famine, il existe ce que les historiens appellent le pain de famine. On y mêle, avec les céréales, de la paille broyée, de l'écorce pulvérisée et parfois de l'argile, simplement pour le poids, pour le volume. Ce pain ne nourrissait pas vraiment. Il donnait une sensation, celle d'avoir mangé quelque chose, d'avoir reçu quelque chose, de ne pas être vide, pas tout à fait, ce soir. Dans cette maison, ce pain, il est caché, sous une petite niche dans le sol. Pas parce que quelqu'un va le voler. Parce que si on le voit, on le mange. Et demain, il ne restera plus rien. Du rationnement. La stratégie d'un foyer pauvre. Un morceau le matin, un morceau le soir. Entre les deux, la faim. Une question. Et répondez honnêtement. Si vous étiez cette femme, ce soir, qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous tout donné aux enfants? Ou gardé une part pour avoir la force de chercher de la nourriture demain matin? Il n'y a pas de bonne réponse, mais je veux savoir ce que vous choisissez. Approchez-vous de la marmite. C'est l'objet le plus important de cette maison. Elle ne quitte jamais le feu. Du matin au soir, du soir au matin. Parce qu'éteindre le feu, c'est gaspiller du bois. Et le bois, lui aussi, manque. Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite ce soir? Un oignon. Un seul. Petit. Il commence à ramollir. Il ne tiendra plus longtemps. Une poignée de pois secs, mis à tremper la nuit dernière, pour essayer de les attendrir. De l'eau. Beaucoup d'eau. Pas parce que la recette le demande, parce qu'il faut du volume. 4 estomacs. Une poignée de pois n'y suffit pas. L'eau, elle trompe un peu. Et le sel? Le sel, il est dans une petite pochette, conservé avec soin, avec beaucoup de soin. Parce qu'en 1315, le sel ne donne pas seulement du goût. Le sel conserve. Le sel a de la valeur. Le sel se négocie. Une pincée dans ce bol, ce soir, c'est un luxe. À quoi ressemble ce potage en 1315? Chaud, aqueux, un très léger goût d'oignon, des pois encore un peu fermes, mais chaud. Et cette nuit, être chaud, c'est suffisant. Il y a encore une chose qui n'apparaît dans aucune liste d'ingrédients. La femme qui remue, elle sait que c'est peu. Elle sait que les enfants vont demander. Il en reste encore? Et elle, que va-t-elle répondre? Parlons du matin. L'homme, le père de cette maison, est sorti. Dans le froid, sous la pluie, sur la terre gelée. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être qu'il reste encore des navets dans le sol. Le navet, aujourd'hui nous en faisons peu de cas. En 1315, c'était de l'or. Il résiste dans la terre, sous le gel, sous la pluie. Quand tout le reste a pourri, le navet tient encore, enfoui, invisible, vivant. Cet homme a creusé,
pendant des heures. Sol gelé, mains froides, doigts engourdis. Ce qu'il a trouvé ? 3 petits navets. Il les a enveloppés dans son vêtement, comme s'il ramenait quelque chose de précieux. Et c'était quelque chose de précieux. Ces 3 navets, ça voulait dire que demain aussi, il y aurait quelque chose dans la marmite. Après-demain, peut-être. Ces navets ne sont pas allés dans le potage ce soir. Ils ont été mis de côté, gardés. Parce qu'en 1315, on avait appris une chose. Ne mangez pas aujourd'hui ce qu'on a pour aujourd'hui. Il faut toujours garder quelque chose pour demain. Toujours. On mange de l'écorce d'arbre. En 1315, en Europe, dans le pays où Notre-Dame se construit. Et une question que peu de gens se posent. Combien de générations vous séparent de quelqu'un dans votre famille qui a connu la vraie faim? Pas le régime, pas le jeûne volontaire. La vraie faim. Écrivez-le en dessous. Près de la maison, une forêt. Les années normales, cette forêt était un supplément, un extra, un bonus. En 1315, c'est le dernier recours. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette forêt cette année? Les châtaignes, envolées. En automne, tellement de gens sont venus qu'il n'en reste plus une seule. Les noix, les noisettes, pareil. Cueillis avant même de tomber. Les champignons, peut-être. Mais les champignons, il y a un risque. Le mauvais champignon, un problème de plus. Et en cette saison, ils sont rares. Les orties, oui, elles sont encore là. Gelées, séchées. Mais là. Aujourd'hui, nous appelons l'ortie une mauvaise herbe. En 1315, une femme pauvre voyait des orties et s'arrêtait. Elle les cueillait, les mettait dans son tablier, les rapportait. On les fait bouillir, on les met dans le potage. Ça donne une couleur, un peu de vert. Et, c'est important, un peu de nutrition. Mais la chose la plus sombre que cette forêt a donnée en 1315, c'est le gland. Le gland, c'est la nourriture des animaux, des cochons, pas des hommes. Mais en période de famine, on broyait les glands pour en faire de la farine. Amère. À cause des tanins. Il fallait les laver à plusieurs reprises pour enlever l'amertume. Et même ainsi, ce pain qu'on en faisait, ce n'était pas vraiment du pain. C'était une désespération, cuite au four. Et si même ça ne suffisait plus? L'écorce des arbres. On la pulvérise, on la broie, on la mélange à n'importe quoi. Ça, c'est dans les documents de famine de 1315. C'est ce que les historiens ont retrouvé. Un être humain capable de bâtir des cathédrales, de créer de l'art, de parler, d'écrire, de chanter, mangeait de l'écorce d'arbre. Non pas parce qu'il était primitif, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. Parlons d'autre chose maintenant. Ce qui est dans cette maison, on l'a vu. Ce qui était dans cette maison, il faut en parler aussi. Parce qu'avant 1315, les années normales, cette maison n'était pas aussi vide. Il y avait une poule, ce qui voulait dire des œufs. Un œuf le matin, et c'était une bonne journée. Où est la poule? Un ventre vide était plus urgent qu'un œuf. La poule a été abattue, mangée, il y a quelques semaines.
il y avait une chèvre, du lait, parfois un peu de fromage, du bas-beurre avec le pain. La chèvre, même raison. Elle aussi est partie. Le poisson, la Seine est proche. Les années normales, on allait pêcher. On revenait avec quelque chose. En 1315, d'autres gens sont là aussi, au bord de la Seine. Tout le monde pêche. Et pour pêcher, il faut de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut manger. Et manger, ça n'est plus possible. C'est un cycle cruel. Quand la nourriture diminue, l'énergie diminue. Quand l'énergie diminue, trouver de la nourriture devient plus difficile. Quand c'est plus difficile, on en trouve encore moins. Les gens du Moyen-Âge n'avaient pas de mots pour ça. Ils ne savaient pas que ça s'appelait ainsi. Ils savaient juste se lever, essayer. Et le soir, s'asseoir devant ce bol. Soyons clairs, cette vidéo n'était pas là pour romantiser l'alimentation médiévale. Ce n'était pas une vie simple et rustique. Ce n'était pas du farm to table. Ce n'était pas du manger propre. C'était de la survie. Quotidienne, épuisante, sans fin. La Grande Famine a duré de 1315 à 1322. 7 ans. Qu'a vu cette famille ? Peut-être qu'ils ont traversé cette nuit de 1315. Peut-être le printemps de 1316 aussi. Mais les statistiques disent une part considérable de la population européenne n'a pas survécu à cette famine. Pas seulement à cause de la faim, à cause des maladies qui suivent la faim, de la faiblesse, du froid, d'un corps qui s'était battu si longtemps qu'il ne pouvait plus se battre. Ils ne savaient pas que 30 ans plus tard, la peste noire allait arriver. Ils savaient seulement ce qu'il y avait dans le bol ce soir. Et c'était suffisant. Demain, c'était pour demain. La prochaine fois que vous vous apprêtez à jeter quelque chose, ça, c'est trop vieux. Arrêtez-vous une seconde. En Île-de-France, en 1315, cette femme ne jette pas cet oignon. Elle ne jette pas ce navet. Elle ne jette pas ces orties séchées. Parce que pour jeter, il faut d'abord avoir. Et avoir, c'était le luxe. Notre-Dame était en construction à Paris. Une cathédrale qui cherchait à toucher le ciel. Et à quelques heures de là, une femme mettait un oignon dans un bol, y versait de l'eau, et faisait tout ce qu'elle pouvait pour que ce bol donne à 4 personnes une nuit de plus. Ce n'était pas leur échec, c'était leur monde. Et comprendre ce monde, ce n'est pas seulement lire l'histoire, c'est regarder, vraiment regarder. Ceux qui étaient en dehors des archives, leur accorder une fois le regard qu'ils méritaient. Archives de l'ombre. Ici, nous ne célébrons pas l'histoire. Nous en faisons le post-mortem. Et parfois, la vérité la plus profonde ne se trouve pas dans un palais. Elle se trouve dans un bol vide. Si cette histoire vous a touché, pas le like, pas l'abonnement. Juste envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pense que l'histoire médiévale, c'est les rois et les chevaliers. Montrez-leur ce bol. Et dites-leur, c'est ça aussi l'histoire. Archives de l'ombre. On sera là pour le prochain oublié.